Merci au Forum Le Monde et à toutes celles et ceux qui sont derrière pour cette invitation. Je dois dire que j'ai toujours tenu à développer des activités qui relèvent de ce qu'on appelait à l'époque la philosophie dans la cité, parallèlement à mes activités d'enseignant-chercheur, et que le Forum ici m'apparaissait un peu comme le Real de Madrid, j'ai envie de dire, de ce type d'activité. Donc je suis très, voilà, ou le Manchester, ou le Paris Saint-Germain, comme vous voulez, mais de cet acabit-là, en tout cas. Donc je suis très heureux d'être là, très heureux aussi d'être là avec des amis à côté de moi. Voilà. Alors, je vais vous proposer quelque chose de, me semble-t-il, d'assez simple, à savoir un parcours qui correspond d'ailleurs aux analyses que j'ai pu produire dans le livre que Jean Birnbaum signait, un parcours de quelques, donc c'est pas exhaustif, de quelques manières, de quelques facilités, de quelques gestes techniques que le philosophe développe tout au long de l'histoire pour penser l'ennemi, pour penser la guerre. Et ceci me permettra donc de constater, une fois n'est pas coutume, la relative simplicité, me semble-t-il, de la philosophie quand elle se questionne sur la guerre et sur l'ennemi, c'est-à-dire le fait qu'elle se développe sur un mode relativement stéréotypé, qui n'est pas tout à fait étranger aux sources communes, pour une fois, et qui est aussi révélateur de la dimension la plus bassement technique, j'ai envie de dire, d'une partie de l'activité philosophique. Alors, ce faisant, il ne s'agit pas pour moi de renvoyer la philosophie à un quelconque horizon fixe, immuable, mais bien plutôt de la dévoiler, j'ai envie de dire, dans sa dimension la plus technique, et d'autant plus technique quand elle est en contact avec cette chose extrême que serait la guerre, puisque, et de nouveau, Jean Birnbaum le disait en introduction, il me semble que cette dimension technique, stéréotypée, peut effectivement correspondre à ce qu'on appellerait spontanément des mécanismes de défense. Et pour en développer toutes et tous sur des sujets les plus divers, nous savons que les mécanismes de défense, la plupart du temps, nous empêchent de répondre aux problèmes qui les provoquent, voire même entretiennent ou se compromettent au plus près de ceux-ci. Et c'est d'une certaine manière ce nœud-là dont je veux me rapprocher en abordant donc ces zones techniques de la philosophie. Alors, je le dis tout de suite aussi, parce que c'est sur cette base-là que je pourrais conclure mon intervention, je le dis tout de suite aussi que ces gestes très techniques que je vais cerner, on les retrouve dans des traditions à caractère normatif qui sont parfaitement rivales les unes aux autres, et qui sont celles d'ailleurs qui ont pu être précédemment évoquées par Julie Saada. Et à ce titre-là, effectivement, il me semble que je pourrais, dans ces traditions plus normatives, opposer entre elles, qui font usage de ces gestes techniques que je veux évoquer, je pourrais mettre en avant quelques symptômes, j'ai envie de dire, de l'incapacité du philosophe à bien appréhender la question de la guerre, mais surtout, et de nouveau, ça se rapprochera, mais par des chemins tout autres de ce que Julie a pu dire, ça me permettra de montrer combien le philosophe est peu à même de poser la question du faire la paix comme étant ce qui justement doit être questionné au plus près de la guerre dans sa concrétude et dans la difficulté qu'on peut avoir de l'identifier, comme Julie l'expliquait. Alors, mon exposé va consister à énumérer une série de gestes, j'en développerai certains, sur d'autres je me contenterai de les citer. Le premier, je vais le développer un peu, il s'agit d'un geste extrêmement simple qui consiste dans le fait de rendre le conflit, la guerre, la figure de l'ennemi générique. Ça veut dire tout simplement de considérer que tout est conflit, que les relations des hommes hors de la cité sont par définition des relations d'ennemis. Ainsi, Platon, au début des lois, à un moment où il questionne le rapport entre guerre et politique, et il entend montrer dans quelle mesure, et lui est opposé à cela, dans quelle mesure les vertus guerrières doivent impacter, j'ai envie de dire, la pratique politique, bien dans ce contexte-là, il nous dit, ou une des personnes qui dialogue dans ce texte, nous dit « Tous les hommes d'une cité, toute leur vie durant, soutiennent en permanence un état de guerre continuel à l'encontre de toutes les autres cités, sans exception. » Et dès lors, un peu plus loin, il nous dit « Lorsque la plupart des gens parlent de paix, ce n'est là qu'un mot. En réalité, de par la nature, chaque cité ne cesse d'être engagée contre toutes les autres dans une guerre sans déclaration. »
Bref, ce qui est premier, c'est bel et bien l'inimitié, la guerre, le conflit. La guerre est générale, et ce qui vaut pour Platon dès qu'on quitte la cité, dès qu'on quitte le confort politique de la cité, se vérifie ensuite quand, à la période moderne, et je vais prendre appui ici sur un auteur qui a déjà été cité, à savoir Thomas Hobbes, quand, dès la période moderne, on imagine une vie avant la cité, un état prépolitique ou de nature. Et on sait tous, en effet, que Hobbes rend compte de la nécessité de l'État en proposant, en amont de celui-ci, et en amont du contrat social qui permet de poser cette nécessité de l'État, une fiction, celle d'un état de nature qui a été évoquée, sorte de tabula rasa comparable à celle produite par le doute cartésien, et cette fiction, c'est celle d'une guerre de tous contre tous. Et pour déjà nourrir et véritablement faire sentir combien cette généricité abstraite d'une guerre de tous contre tous, qui serait notre condition naturelle, et bloque en quelque sorte la possibilité de se demander c'est quoi faire la paix. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de tenter de percevoir ce que pourrait bien être une guerre de tous contre tous. Imaginons tous ici que nous sommes en train de nous taper les uns sur les autres, tous avec tous, c'est quelque chose de très compliqué, de très abstrait, et surtout, c'est ça que j'essaie de faire percevoir, d'extrêmement éloigné de ce que c'est la réalité d'une guerre, laquelle est par définition habitée par des solidarités, des lenteurs, des rythmes, des fronts, etc. Bref, toute autre chose, effectivement, que cette figure abstraite, absolument fantastique, que nous propose Thomas Hobbes. Donc, premier geste, rendre la guerre générique. Deuxième geste, exacerber le moment de la guerre, exacerber les rapports d'amis-ennemis. Alors de nouveau, ceci se trouve parfaitement chez Platon, chez Hobbes, puisque c'est par eux que j'ai commencé, mais je me contenterai ici d'évoquer la définition de la guerre par Clausewitz, donc ce philosophe et militaire, et pas si mauvais philosophe que ça, contrairement à ce qui a pu être dit précédemment. Moi, je trouve que c'est un philosophe du dimanche, si vous voulez, comme nous, mais un bon philosophe du dimanche. Alors, que nous dit-il? La guerre est un acte de violence. Il n'y a pas de limite à la manifestation de cette violence. Chacun des adversaires fait la loi de l'autre, d'où résulte une action réciproque qui, en tant que concept, doit aller aux extrêmes. Fin de la citation. Dans son concept, donc réfléchi dans sa logique propre, et à l'exclusion de toute condition extérieure, la guerre consiste donc dans une montée aux extrêmes, dans la mesure où l'usage de la force ne peut que se proportionner sur la force de l'adversaire. Je cite à nouveau, seul le contrepoids qui réside du côté adverse trace des limites. La tendance à détruire l'ennemi est donc, je cite à nouveau, inhérente au concept de guerre, à sa propre logique ascensionnelle. Et donc ne relève plus, aux yeux de Clausewitz, ne relève plus de la sphère passionnelle, de la haine, de la vengeance. C'est la logique même de la guerre qui rend nécessaire, dans son concept, de se la représenter comme une montée aux extrêmes. Alors, certes, et je passe là-dessus, Clausewitz lui-même montrera les limites de sa définition dès qu'on la confronte avec la réalité concrète, mais on sait combien cette définition ne cesse d'insister au sein des imaginaires philosophiques et qu'on se réfère encore et toujours à elle. Troisième type de technique philosophique ou de geste rapide adopté par le philosophe, et là je vais peut-être entrer dans moins de détails à partir de maintenant, celui qui consiste à développer des pratiques analogiques. Alors pour retourner vers les auteurs que j'ai déjà cités, que soit Platon par exemple ou Hobbes, on voit chez eux cette pratique de l'analogie. Chez Platon, il se réfère toujours à la guerre en la comparant à la guerre à l'intérieur de la cité, à la guerre, ce qu'on appellerait nous la guerre civile, mais il se réfère aussi à la conflictualité entre l'âme et le corps, par exemple. Que soit chez Hobbes, il y a toujours des circulations d'analogies qui nous amènent de la guerre interétatique à la guerre interindividuelle à l'état de nature ou encore à la guerre civile. Et force est de constater que la pensée de la guerre se développe sur la base de tel bricolage, ou de telle facilité, sachant que l'analogie est quand même une figure pauvre de la vérité, pourrait-on dire. Mais surtout, ce qui importe dans l'utilisation de ces analogies, c'est qu'elles sont toujours partielles. Ces choses se ressemblent, mais pas tout à fait.
quand Platon, au début des lois, évoque ces différentes formes de conflictualité, c'est pour dire que finalement, n'est intéressante que la guerre à l'intérieur de la cité, parce que celle-ci peut donner lieu à des formes de hiérarchisation des choses, ce qui n'est pas le cas de la guerre interétatique ou intercité. De même, l'âme et le corps, vous pouvez hiérarchiser leurs rapports. De la même manière, pour ce qui est des analogies employées par Thomas Hobbes, on peut voir que, du point de vue de la guerre interindividuelle telle qu'elle est pensée, il est possible d'imaginer un contrat social qui la dépasse, là où, comme Julie l'a dit, ceci ne peut pas être produit au niveau de la guerre interétatique. Quatrième geste, que je ne fais que mentionner, le fait de toujours poser la question sur la base d'une séparation entre l'intérieur et l'extérieur de la cité, l'intérieur de la cité qui peut être pleinement politique, dont les conflits peuvent être ordonnés sur des bases éventuellement hiérarchiques et qui est typiquement un objet du regard du philosophe, là où au contraire les relations hors de la cité, intercité, interétatique sont chaotiques, sans hiérarchie possible, difficiles à appréhender et ne parviennent pas à pleinement être pensées par le philosophe ni à être l'objet d'une pensée proprement politique. Cinquième geste, je me contente de le mentionner, un geste de délégation qui nous amène bien souvent à réfléchir les acteurs des violences comme étant toujours portés, agis de l'extérieur, que ce soit par Dieu, par le chef, par l'État, par l'histoire, etc. Mais je ne m'arrête pas pour ceci. Sur ceci, m'intéresse plus, me semble-t-il, le point suivant, quelque chose d'extrêmement commun, qui est le fait de penser la réalité de la guerre depuis sa possibilité. Si ça m'intéresse plus, c'est parce qu'évidemment c'est un geste typiquement philosophique que de penser la réalité d'une chose depuis sa possibilité, c'est même, pourrait-on dire, le minimum de rationalité qui s'offre à nous, mais d'autre part, il faut bien considérer, j'y reviendrai par après, que ceci a quelque chose à voir avec la guerre. Penser la réalité depuis la possibilité, on peut dire que c'est même ça, être prudent. Alors, en quoi ça consiste? Dans le fait tout simplement de dire il y a ennemi, il y a guerre, la guerre est là parce qu'elle est possible et dès qu'elle est possible. Et ce geste, comme je l'ai dit, est parfaitement philosophique, on le trouve chez Platon, dès qu'on quitte la cité, on est tous dans des rapports d'ennemis. Elle est au cœur évidemment de la description de la guerre de tous contre tous par Thomas Hobbes, lequel ne cesse de faire preuve de prudence quant au fait que cet état de guerre de tous contre tous ne correspond pas à la vérité de la bataille ou à la réalité de la bataille, à l'actual fighting, comme il le dit, mais que c'est simplement une possibilité, une tendance. On trouve le même geste chez Kant, que ce soit dans la paix perpétuelle ou dans la doctrine du droit. Il part toujours, je cite rapidement la paix perpétuelle, de l'idée que l'état de nature est un état de guerre, même si les hostilités n'éclatent pas. Donc un point de départ dans la possibilité d'une hostilité qui serait ce par quoi se définit la guerre. De ce point de vue-là, Kant marche dans les pas de Platon et de Hobbes pour ne rester aux auteurs que j'ai déjà signalés. Là où il s'en sépare radicalement, c'est dans le fait que sur cette base-là, il va considérer qu'il y a une nécessité d'instituer véritablement la paix. Mais on voit, et c'est simplement ça qui m'intéresse, combien une telle structure de raisonnement, penser la réalité de la guerre à partir de sa possibilité, est aussi une manière, évidemment, de faire l'impasse sur la réalité même du rapport de guerre, et que cela concourt toujours à généraliser l'ennemi, ou à envisager la guerre sur le mode d'une généralisation de l'ennemi, dans ce non-espace, pourrait-on dire, extérieur aux cités, extérieur aux États, qui ne cesse donc de confirmer ce geste, la séparation nette entre l'intérieur dans lequel l'ennemi ne guette pas et l'extérieur dans lequel il y aurait toujours la possibilité que l'ennemi surgisse. Alors, évidemment, et c'est là que je veux bien qu'on comprenne que ces gestes que je suis en train de pointer, pour sommaires qu'ils soient, pour simples qu'ils soient, et peut-être que je les simplifie, vous savez, ces gestes, je ne les pointe pas pour décrédibiliser la démarche du philosophe, j'essaye de cerner la guerre en quelque sorte par tous ces gestes techniques. Et si je le signale à ce moment-ci, parce que, évidemment, plus que pour toute autre réalité,
la vérité, l'amour, l'amitié, que sais-je, penser les choses depuis leur possibilité, apprécier la réalité d'une chose depuis sa possibilité, est un geste qui est essentiel en situation de guerre. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose comme un raccourci, en quelque sorte, de la pensée, quand elle se contente de dire « si la guerre est possible, il y a guerre ». Alors, je vais lentement... Non, j'ai encore un peu de temps. Oui, je vais quand même commencer à conclure, plutôt qu'en cherchant une septième technique, la proposer déjà sous la forme de conclusion, puis j'aurai une deuxième conclusion, une troisième conclusion, évidemment. Mais la première consiste tout simplement à percevoir tous les gestes que j'ai énumérés précédemment, ces gestes très typiquement, très sommairement philosophiques, comme étant des gestes qui sont des formes de production de distance, mais la production de distance est elle-même quelque chose qui est propre au monde de la guerre. Ces différents gestes techniques du philosophe au sujet de la guerre ne font effectivement, au final, que nous en éloigner, c'est-à-dire précisément nous éloigner des normes, des rythmes, des solidarités qui articulent le rapport de guerre et qui l'organisent. Comme je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, rien n'est plus éloigné que de la réalité conflictuelle, d'une réalité de conflit de quelque nature qu'elle soit, civile ou guerre extérieure, rien n'est plus éloigné de cela que l'idée d'une guerre de tous contre tous. On peut dire que la guerre de tous contre tous est le modèle au travers duquel on peut se représenter le conflit tout en faisant l'impasse sur les rythmes, les normes, les solidarités qui sont propres à la guerre. Alors, ce mouvement d'éloignement, ce mouvement d'abstraction, pourrait-on dire, n'est pas seulement l'expression évidemment d'un rapport en quelque sorte manqué parce que trop abstrait à la guerre. Il est à sa manière participation au monde de la guerre, laquelle est elle-même toujours profondément un geste d'éloignement, une production de distance vis-à-vis de cela même qu'elle fait, vis-à-vis de sa réalité même. Là, je crois qu'il y a quelque chose sur lequel je ne peux pas m'arrêter plus longtemps ici, mais quelque chose d'essentiel qui est d'analyser combien, au sein même de la pratique de la guerre et autour de celle-ci, qu'il s'agisse des armes, de jets, le drôme, etc., il y a toujours une production de distance, mais aussi dans tous les discours médiatiques éventuellement qui accompagnent la guerre, dans les institutions politiques qui tentent de développer des pratiques de guerre tout en les externalisant, ou de les développer avec nos propres armes, mais à l'extérieur, il y a quelque chose comme une production de distance qui est essentielle à la guerre et en fait à laquelle, d'une certaine manière, les gestes d'abstraction philosophique que je viens de pointer participent. Alors, je voudrais, et c'est ma deuxième salve de conclusion, mais celle-ci sera un tout petit peu plus longue, me pencher maintenant sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir le fait que ces différentes techniques philosophiques, ces différents gestes philosophiques, on les retrouve dans des traditions qui sont entre elles relativement rivales, relativement contradictoires. Vous avez vu que j'ai toujours choisi Platon, Hobbes un peu en vis-à-vis, comme ça. J'aurais pu en choisir d'autres, c'était seulement une manière d'aller droit au but. Ce qui m'intéresse ici, et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter un instant, ça a déjà été évoqué précédemment, c'est le fait que les principales théories normatives, et quand on dit principales, ça veut dire évidemment qu'on en oublie des tas, les principales théories normatives qui ont pu être produites, ou les principaux, théories normatives, qui ont pu être produites par la philosophie au sujet de la guerre, font usage des mêmes arguments, d'une certaine manière, et donnent lieu à des mêmes problèmes, à des mêmes contradictions internes que je vais essayer de très vite évoquer. Alors je me limiterai évidemment à deux perspectives extrêmement expressives, parce que parfaitement opposées l'une à l'autre, et qui correspondent, sans surprise évidemment, à un modèle ancien et à un modèle moderne, pour aller vite. La première de ces perspectives, c'est bien entendu celle qu'on réduit habituellement à l'idée de la guerre juste médiévale, telle qu'elle fut essentiellement développée de saint Augustin à saint Thomas d'Aquin et au décret Gratien, et qui permit de cerner une série de critères qui permettaient de dire
qu'une violence pouvait être légitime malgré le socle pacifiste du message évangélique, avec l'interdit de la violence que celui-ci comportait. Et chez saint Augustin, c'est encore cette base, c'est encore ce questionnement très très individuel qui est le fait de savoir est-ce que c'est du péché ou pas que d'être un centurion et un chrétien en même temps. Alors parmi ces critères, pour en citer rapidement deux, mais qui me permettront d'arriver directement à mon but, parmi ces critères, on peut retenir, parce qu'ils continuent d'être exploités de nos jours, évidemment, et parce qu'ils font sens, le critère de la cause juste, c'est-à-dire qu'il doit toujours y avoir une injustice commise par autrui, premier critère, et deuxième critère, celui de l'intention droite, c'est-à-dire le fait que la réponse violente, la réponse guerrière à cette injustice, doit être exclusivement mobilisée en vue de rétablir la justice ou en vue de rétablir l'équilibre, et non pas, parce que ça peut être le cas, il peut y avoir une cause juste, c'est-à-dire l'injustice, et puis qu'on balance des bombes parce qu'on est intéressé par le pétrole, ou parce qu'on peut se venger, ou par haine, etc., etc. Non, l'intention droite, c'est ce qui permet d'apaiser une telle dynamique pour considérer que c'est bel et bien uniquement en tendant vers la paix que se développe l'action de violence légitime. Une telle théorie, et j'essaye de la réduire le plus possible, une telle théorie a pour caractéristique première d'envisager la réalité guerrière au travers d'une inégalité, et plus précisément d'une inégalité morale entre les deux parties qui se rencontrent dans la guerre, les uns étant porteurs d'une injustice, les autres étant animés par le projet de répondre à cette injustice et de rétablir la justice. Rapport d'inégalité. Maintenant, si on passe à la seconde théorie générale avec une portée normative qui a été produite par la philosophie, et qui est typique de la modernité, et qui permet aussi de se représenter ce qu'est une guerre, elle consistera, à l'inverse, à considérer la guerre comme étant, d'une certaine manière, une relation mettant aux prises des êtres considérés, ou devant être considérés, dans leur égalité de principe. Alors, Jean-François a cité tout à l'heure, sans dire que c'était lui, Vattel, via Schmitt, je le cite à nouveau, la guerre en forme, quant à ses effets, doit être regardée comme juste de part et d'autre. Penser la guerre se définit à partir de cette égalité de principe. Cette égalité de droit et l'impossibilité de discriminer sur le plan moral quant aux intentions des parties, étant précisément alors ce qui définit la situation guerrière, mais aussi ce qui permet de produire un droit dans la guerre, des normes dans la guerre, et même des limites à celle-ci, prétendument contre le danger d'une guerre sans fin, ou d'une guerre d'anéantissement, qui, elle, pourrait être induite par la situation d'inégalité de la théorie médiévale, disent les modernes, évidemment. Ces deux concepts de guerre, et c'est ceci qui m'intéresse, ces deux concepts de guerre, le premier, vous l'avez compris, fondé de manière morale et théologique via une inégalité, le second organisé de manière plus juridique, offre une opposition évidemment structurante. Il y va bel et bien de deux possibilités fondamentales qui nous permettent encore de nos jours de nous représenter ce qu'est un conflit et comment l'évaluer. La difficulté majeure, je ne dis là rien de bien nouveau, est qu'elle s'oppose et qu'elle s'exclut, alors qu'elle semble l'une ou l'autre nécessaire pour appréhender les réalités guerrières. Toutes deux, je l'ai déjà signalé, exploitent les différentes stratégies que j'ai signalées et que j'ai parcourues. Mais ce qui me semble extrêmement symptomatique, c'est le fait que, en les exploitant, elles donnent lieu non seulement à des moments de prise de distance, de négation de la réalité guerrière, mais surtout d'annulation en quelque sorte de la violence. L'idéal augustinien, repris par saint Thomas dans la Somme théologique, d'une guerre juste et donc pacifique, d'une guerre pacifique, d'une guerre pour la paix, d'une guerre animée par la paix, réfléchie comme un acte d'amour, et on retrouve évidemment ce type de renversement de ce que c'est la guerre, dans l'idée d'une guerre pour la démocratie, parfois même d'une guerre contre des États voyous, contre des terroristes, etc. De même, à l'inverse, chez Vattel, que je signalais tout à l'heure, un contemporain de Rousseau, donc suisse aussi, c'est toujours dans les petits pays qu'on réfléchit bien à la guerre, puisqu'on les subit. Chez Vattel,
Celui-ci, on trouve chez celui-ci le fait de penser la guerre repliée sur l'État comme pouvant s'éloigner de toute forme d'hostilité haineuse, comme pouvant être dépourvu en quelque sorte de toute haine, de tout sentiment de vengeance. Et dans un cadre comme celui-là, Vattel, ça fascinera d'ailleurs Carl Schmitt, Vattel va aller jusqu'à considérer qu'en situation de guerre, les populations civiles pourraient continuer à vaquer à leurs occupations et à vivre, je cite, en sûreté, comme s'ils étaient amis. Et il me semble qu'il y a là une autre tendance d'annulation propre à la modernité, qui laisse entendre qu'il serait possible de développer des pratiques propres de guerre, en quelque sorte, des guerres qui ne s'inscrivent plus dans les territoires et dans les populations civiles, au point que les guerres pourraient là aussi être transformées dans des actes qui ne sont pas incompatibles avec la paix. Alors, je termine avec un dernier mot un tout petit peu plus concret. Comment ? Troisième. Non, ce n'est pas une conclusion, ceci c'est plus un petit mot concret au-delà de l'évocation des gestes d'abstraction, des gestes de mise à distance, des gestes de transformation de la guerre en paix que nous avons parcourus, pour tout simplement montrer combien ces gestes, qui sont de nature philosophique, peuvent s'implémenter en quelque sorte à même les pratiques de guerre, voire dans les outils, à savoir les armes, qui font les guerres. Et je signale ceci simplement pour susciter une interrogation finale et pas du tout pour exprimer d'une manière ou d'une autre une hypothèse sur le sujet. On sait que les bombes elles-mêmes, et je crois que ce sera le sujet d'une partie des conférences de demain ou d'après-demain, les bombes elles-mêmes sont désormais guidées par des technologies d'intelligence artificielle, parmi lesquelles des logiciels. C'est le cas, les exemples que je prends, c'est le cas dans le conflit actuel à Gaza, où effectivement une partie des bombes qui sont lancées sur Gaza intègrent les logiciels Apsora, qui permettent de faire deux choses. Elles permettent non seulement de pointer à un rythme soutenu qui n'a jamais été atteint les cibles probables et seulement probables. Jusque-là, on peut dire qu'on est encore dans quelque chose qui n'amène pas directement le questionnement, mais aussi de les cibler après avoir calculé, après avoir déterminé le taux de victimes civiles qui sera produit de manière à ce que ce taux reste dans des valeurs considérées comme proportionnelles. Alors, la question sur laquelle je termine de ce point de vue-là, qui est une pure question, c'est doit-on considérer de la sorte que ces armes, après intégration d'intelligence en elles, deviennent justes, c'est-à-dire intègrent les lois de la guerre, intègrent par exemple un principe de proportionnalité, ou ne devrait-on pas, à l'inverse, considérer que ces victimes civiles étant anticipées à même l'arme ne sont plus des victimes civiles collatérales, mais font bel et bien partie de la cible elle-même, puisqu'elles sont intégrées dans la munition elle-même. Voilà, je voulais terminer par ce paradoxe-là qui montre un écart qui peut être noué entre le sentiment de glisser des lois de la guerre et des capacités de gérer une justice à même l'armement et la possibilité de faire un raisonnement exactement inverse qui nous permette de constater ou de considérer que les victimes civiles font partie de la cible. Merci.